Merci beaucoup. Allez, Jonathan, c'est parti. Je vais démarrer. Alors, on va essayer de répondre à ces questions-là, quand même, malgré tout, avec beaucoup d'humilité, parce que les transitions, elles sont présentes, elles sont face à nous. Il faut qu'on les accompagne en tant que dirigeants et dirigeants d'entreprise. Mais on n'a quand même pas la prétention, Sylvain, Ludovic et moi, là, de fournir tous les outils pour nos adhérents et nos partenaires. Ceci étant dit, je pense que face à ce constat-là, la première des choses que l'on doit mettre en place dans nos entreprises, c'est initier ce mouvement d'accompagnement et d'évolution. La responsabilité, elle en vient premièrement aux dirigeantes ou aux dirigeants. Il faut mettre en place un processus d'innovation sans pour autant peut-être tomber dans des révolutions technologiques en termes de services ou de process comme on a pu voir dans le film. Il y a des évolutions sur la transition écologique, la transition sociétale, la transition digitale. On peut modifier des services au sein de nos entreprises, des produits, des process, et on n'a pas besoin d'une révolution. Quelques évolutions menées et initiées par le dirigeant en embarquant toutes nos équipes et tous nos collaborateurs, je pense que ça, c'est le chemin du succès. Merci Jonathan. Il y en a un des deux qui va intervenir. Ouais. Oui, Ludovic. Ça marche là ? Ça marche très bien. Oui. Oui, je pense qu'on a un atout, nous, dans nos sociétés, c'est qu'on est des PME, pour beaucoup d'entre nous, donc on a l'agilité pour nous. Et on a un double challenge auquel il faut qu'on réponde aujourd'hui, c'est celui de consolider les acquis numériques. Aujourd'hui, on vient d'essayer d'intégrer tous les acquis numériques qui sont nécessaires et considérés par nos clients comme le b.a.-ba, comme les fondamentaux. Si on ne les a pas, on est has-been. Donc on vient d'intégrer tout ça grâce à Pôle Habitat notamment. Et puis il faut être à la fois à l'écoute de ce qu'on appelle les signaux faibles pour pouvoir réagir et effectivement suivre le marché de demain et voir l'anticiper. Je pense que là, on a une carte à jouer et notre appartenance à Pôle Habitat a une vraie carte maîtresse là-dedans. Sylvain ? Il est certain que les contraintes là, sont en ce moment nombreuses et parfois même contradictoires. Moi, tout à l'heure, j'ai eu un peu l'impression qu'on nous décrivait un espèce de triangle des Bermudes du logement. J'aurais aimé d'ailleurs répondre sur certains points, mais peu importe. Sur la transition, sur l'adaptation, je pense que déjà toute la matinée, pour ceux qui étaient là, on en a apporté la démonstration. On a une réglementation environnementale extrêmement lourde qui a été travaillée de longue date par la profession. Ce matin, on a montré effectivement notre capacité à tous, sur tous les métiers, sur toutes les filières, d'être compatibles avec cet enjeu environnemental réglementaire. Donc ça, je pense que c'est une très grande force. En juillet, on a aussi tous digéré la nouvelle réglementation sur les déchets du bâtiment. C'est aussi une preuve de notre capacité à s'adapter. Donc je pense que ça, c'est notre ADN. Le logement, c'est toujours adapté. Les acteurs de la filière se sont toujours adaptés. Donc nos entreprises sont très agiles, très mobiles, nos collaborateurs, ils ont la tête bien faite. Nos sous-traitants, les entreprises opératrices, aujourd'hui, sont dans cette agilité avec nous. Il n'y a plus de déni des enjeux. Aujourd'hui, on a envie de pouvoir y participer, envie d'être acteur, mais par contre, effectivement, il ne faudra pas qu'on nous encourage à manger la soupe avec une fourchette, parce que ça ne nourrit pas. Il va falloir malgré tout qu'il y ait de la vraie matière, qu'il y ait des vrais enjeux, des vraies perspectives et qu'elles soient mobilisables pour la filière. Alors justement, comment vous allez faire pour faire la différence demain sur vos concurrents, Jonathan ? Comment on va faire ? Pour moi, une des clés pour réussir cette transition, ça sera l'individualisation. Parce que je pense que ça, c'est une transition sociétale forte et de manière concrète pour les projets d'aménagement, ça sera pouvoir faire de la dentelle et proposer aux collectivités territoriales des programmes d'aménagement qui correspondent à leurs besoins fonctionnels et sortir un petit peu du lotissement traditionnel que j'avais, moi le premier, tendance à faire avec des lotissements 100% en habitation. Il faut se montrer à l'écoute des territoires, à l'écoute de l'élu et être en capacité de fournir des programmes qui pourront proposer du locatif non social pour les aînés, pour les plus jeunes. On ne fait pas ça tout seul. Non,
Non. Alors, l'idée, bien sûr, c'est que s'agréger et s'appuyer sur des partenaires extérieurs qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Pour ça, vous avez des associations de l'économie solidaire et sociale. Et c'est aujourd'hui des acteurs que moi, je rencontre. Une association, je vais la citer avec plaisir, c'est Habitat des possibles, et qui m'accompagne justement pour fournir des habitats adaptés à tous les publics. Concernant le digital Concernant le digital, alors, on a là aussi dans l'aménagement beaucoup d'innovations. Je vais en citer une qui me tient particulièrement à cœur, c'est la gestion des ASL de lotissement. Je suis concret parce que c'est vrai qu'on était particulièrement pas utopiste, mais assez élevé dans les concepts sur les tables rondes. Alors, et là, les pieds sur terre. Voilà, et là je redescends parce que je suis un homme de terrain. Et sur les ASL, il y a un opérateur digital qui propose pour les aménageurs des produits pour les mettre en relation avec eux, pour créer cette fameuse économie solidaire et sociale, créer du partage, créer du lien social. Et donc là, il y a de l'innovation digitale dans les métiers de l'aménagement, mais j'aurais pu en citer beaucoup d'autres sur la prospection et la modélisation de nos opérations. Individualisation aussi. Et finalement communication. J'ai envie de dire, si je devais résumer la pensée de Jonathan. Sylvain. Pour se démarquer, on va continuer à évoluer comme on l'a fait au cours des 2 dernières décennies. À l'époque, on faisait du diffus pur, on est venu à l'aménagement foncier, de la micro-promotion, etc. Donc ça, c'est bien sûr des perspectives qu'on va continuer. Moi, je pense qu'on va faire aussi de la compensation urbaine. On ne l'a pas trop évoqué dans les tables rondes précédentes. On nous a beaucoup parlé quand même des métropoles, des villes moyennes, etc. Mais il y a tout le reste. Et dans le reste de la France, il y a des villages, c'est une rue qui fait 4,5 km avec une nationale au milieu. Et ces logements-là, ils sont totalement inaptes. Il n'y a pas de service, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie, plus d'école, plus de commerce. La première petite ville est à 10 km. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Eh ben moi, j'ai envie de me dire, je crois que j'ai entendu le terme, renaturer, je pense qu'il va falloir accepter de démolir et de se donner un droit à construire ailleurs, plus près des pôles de vie. On commence à le faire sur certaines de nos sociétés foncières. Et ça, je pense qu'il faut que ça soit valorisable dans les réglementations ou en tout cas dans les enjeux d'aménagement du territoire. Donc ça, c'est pour moi une des valeurs fortes. Il va falloir accepter de déplacer, transformer, dénaturer, changer, etc. Mais pour ça, il faudra aussi de l'agilité réglementaire. Merci. Ludovic. Moi, je veux surenchérir sur ce qu'a dit tout à l'heure Jonathan, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on était promoteurs, on était aménageurs, on était constructeurs de maisons. La perméabilité des métiers, elle est capitale. Aujourd'hui, quand on arrive sur un site, ce que nous demandent les élus, c'est de mettre la pièce du puzzle qui va bien au bon endroit. Et donc, ces compétences, ces savoir-faire, ça devient le b.a.-ba. Et s'entourer, effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus aller voir un élu si on n'a pas un archi-paysagiste avec nous. Je veux dire, sinon, ce n'est pas la peine, on ne vous écoute pas. Donc, à la fois agréger tous ces savoir-faire et des savoir-faire extérieurs qu'on obtient par les réseaux de connaissances pour mettre effectivement le bon projet au bon endroit. Si on ne séduit pas l'élu, de toute façon, s'il n'est pas pushing, il ne signera pas le permis. Donc, on peut, nous, avoir ces compétences-là. Et il faut qu'on les mette en valeur en tant qu'indépendant et montrer à l'élu qu'effectivement, il a en face de lui des gens qui sont réactifs et à l'écoute. Moi, je voudrais savoir ce que ça vous apporte à tous les trois, le pôle Habitat de la FFB. Aux côtés j'entends que c'est très sympathique d'avoir des collègues, d'échanger, etc. Mais je veux dire, concrètement, on parlait des pieds sur terre tout à l'heure. Jonathan, ça vous apporte quoi ? Non, mais l'aspect convivial est malgré tout très important au pôle Habitat. Je suis d'accord. Et sachez qu'on sait l'honorer. Mais j'ai remarqué. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, les opérations d'aménagement de demain, ça sera de la dentelle et notre capacité à s'adapter à chaque territoire pour amener une plus-value au territoire, écologique, environnementale, technologique ou sociétale. Pour arriver à réussir le projet, il faut agglomérer toutes ces compétences-là de constructeurs, de promoteurs, d'aménageurs, de partenaires. Et je n'ai pas trouvé meilleur lieu que le pôle Habitat. Non, mais, et c'est vrai. Et donc le pôle Habitat, c'est une des clés du succès de ces transitions. Peut-être qu'une autre clé aussi, c'est l'amour des Français pour le logement. Je me trompe ou pas? Mais de mon point de vue de journaliste, moi j'ai l'impression qu'il y a un vrai amour pour ça.
Mais oui, alors l'opinion publique. Comme on dit. ça c'est un vrai motif de satisfaction, parce que pour réussir toute cette transition, on peut s'appuyer sur l'amour des Français pour le logement. Il n'y a jamais eu autant de transactions, d'émissions à la télé, donc ça porte. Un vrai dynamisme démographique, et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. La demande dans le logement, elle est forte, et puis aussi beaucoup sur l'appui de tous nos partenaires pour réussir cette transition. Ludovic, ça vous apporte quoi, le pôle habitat de la FFB? Ça apporte surtout, outre la convivialité dont il parlait, sa spécificité. Il faut savoir qu'on vient d'un pôle habitat ancienne version. On n'avait pas effectivement cet ensemble de partenaires industriels. Je pense que ça, c'est quand même c'est rentré dans l'ADN. Et donc, ça nous apporte effectivement une vision autre. Jusqu'à ce que je connaisse Pôle Habitat avec tous ses partenaires, je dirais que les bureaux d'études, notamment les bureaux d'études fluides, ça parle à beaucoup de promoteurs, tout ça, on les écoutait un peu. Aujourd'hui, on a tendance à avoir l'esprit critique, puisque nos partenaires nous apportent des solutions. Vous avez vu ce matin, la matinée technique, effectivement, nous apporte des solutions concrètes. Et on n'est pas seulement à l'écoute, maintenant, on est proactif. Et on est à même, justement, grâce à Pôle Habitat, de challenger ces partenaires techniques qu'on avait jusqu'à maintenant en leur disant « mais non, il y en a qui savent faire ailleurs, donc vous allez vous bouger, sinon on va faire autrement ». Donc ça, c'est un vrai levier supplémentaire et je pense que c'est une vraie carte. Sylvain ? Moi, j'ai réalisé ce que c'était, je ne sais plus, le 17 mars dernier, quand tout s'est éteint. Et la seule petit voyant vert qui clignotait, c'était les messages dans la messagerie, c'était Pôle Habitat qui nous envoyait des actus pour nous dire voilà ce qui se passe, voilà le mode d'emploi, voilà les conditions sanitaires, voilà les avenants à faire à vos contrats, voilà comment continuer avec vos équipes, voilà ce que vous mettez en place. J'aurais été tout seul, je faisais comment pour redémarrer ma boîte? Moi, je ne savais pas le faire. Bravo. C'est du service. Ce service-là, il a du sens. Mais c'est évident que moi aussi, j'aime bien boire une bière avec les copains le soir. Ça aussi, c'est le bâtiment. Mais il y a cette notion de service. Et je pense que la crise qu'on vient de traverser, elle a été celle qui, de façon inattendue mais magistrale, a apporté la démonstration qui était importante d'appartenir à une organisation professionnelle. Je plains le strict indépendant hors de tout réseau, le pauvre. C'est quand il va regarder le bilan de son année 2020 et de son année 2021, il aura sacrément souffert. Nous, collectivement, et effectivement avec nos partenaires, on a su relever ce défi, se remobiliser tous ensemble et relancer la filière. Moi, je dis chapeau. Et après, sur effectivement la valeur du logement dans l'affect des Français, à la bourse, on suit toujours le cours de l'once d'or ou du lingot d'or. On se dit, c'est la valeur refuge. Punaise, dans le cœur des Français, s'il y a une valeur refuge, c'est vraiment le logement. C'est la pierre. Et ça aussi, on a vu qu'en période de crise, c'était ultra anxiogène, ils se sont jetés sur la pierre. Et moi, je crois que là aussi, on peut être fier de nos métiers parce que c'est cette constitution du patrimoine des Français, c'est cette culture, mais avec un grand C au sens noble du terme, qui nous porte et qui nous pousse à être excellents demain. Merci beaucoup. On peut y aller. Lâchez-vous. Sylvain, il préside la commission digitale et un des succès récents du pôle habitat de la FFB, c'est d'avoir mis à disposition de ses membres au printemps 2020 un contrat 100% dématérialisé, le CCMI digital. Qu'en pensent vos clients et qu'en pensent vos commerciaux? C'est là que ça se passe, sur l'écran. Alors, ce que nous avons aimé dans ce contrat numérique, c'est le fait de pouvoir signer n'importe où quand on veut et la rapidité.
le gain de temps. Les avantages du contrat numérique, c'est qu'il apporte beaucoup de flexibilité déjà dans la procédure et évite les déplacements auprès des agences. C'était pratique de le signer directement, en fait, sans avoir à prendre une prise de rendez-vous, sans avoir à se déplacer à l'agence. C'était beaucoup plus pratique, en fait. Lorsque nous avons signé, nous étions en congé. Donc, la signature nous a permis de tout consulter et de pouvoir signer à distance. Alors moi, j'ai signé le contrat depuis mon téléphone. Et moi aussi. J'ai été un petit peu surpris au début parce que c'était nouveau, mais après, au final, non, ça s'est bien passé. Et... Non, ça a été. Oui, c'est dans l'air du temps, en fait. Ouais. Et puis, au final, oui, c'est pas... C'est tellement un gain de temps et pratique que non, il n'y a pas de frein, vraiment, quoi. Le fait d'accuser réception en version digitale ne nous a pas posé de soucis particuliers. On sait que maintenant, la sécurité informatique permet très bien de valider les documents aussi bien que par la voie postale, en fait. La plateforme est très simple d'utilisation. On peut consulter nos pièces avant de les signer. Ensuite, il faut que l'on ajoute nos pièces d'identité. Tout est très bien expliqué et fait étape par étape. Les atouts que je vais surtout mettre en avant, c'est de ne pas avoir une multitude de documents papier qui vont être amenés à fournir à la banque, par exemple pour le montage du prêt. C'est-à-dire que là, le CCMI numérique va regrouper dans sa capsule la totalité des documents contractuels de leur projet de construction. Les personnes qui peuvent être réfractaires, ça peut être des personnes qui sont très inquiètes de donner des données personnelles sur les réseaux, sur Internet, de nous communiquer, de lancer une signature électronique. Moi, aujourd'hui, j'ai fait un CCMI digital en début d'année avec des personnes qui ont 70 ans. Et ben, ça s'est très bien passé. Je n'étais pas du tout inquiète le fait que ça passe en digital parce qu'aujourd'hui, même moi, en tant que consommatrice, on est face au contrat dématérialisé dans de nombreux achats que l'on peut faire. Donc, moi, ça me paraissait logique aujourd'hui de passer sur un CCMI digital, justement pour faire abstraction de toute la paperasse, je dirais tous les papiers. Il faut penser aussi un petit peu à l'écologie et à tous nos arbres. Le contrat digital, ça a vraiment changé mon activité parce qu'une fois que l'on maîtrise la mise en place du contrat numérique, eh ben, ça va nous permettre de dégager du temps pour faire autre chose. Donc, ça va nous permettre de dégager du temps pour trouver des nouveaux terrains, pour trouver des clients. C'est vraiment un gain de temps. Allez, dernière petite question, elle sera pour Sylvain et pour rebondir sur le reportage. Avec les usages digitaux, quelle relation renouvelée on entretient finalement avec ses clients ? Eh bien, en fait, nous et nos clients, on a un sentiment d'accélération du temps. C'est-à-dire qu'avec le digital, on s'est plaint pendant des années des conditions, des délais, on envoie le recommandé, on purge, est-ce que c'est fait ? On perd beaucoup de temps dans notre quotidien. Avec le digital, on resserre tous ces temps morts, il n'existe plus. Au moment où on clique, le recommandé est déjà dans la boîte mail du client, le client clique et il l'a déjà accepté. Ça s'est fait en moins d'1 minute. Alors que par la voie postale, on sait que c'est beaucoup plus long pour peu que le client ne soit pas chez lui, etc. Donc c'est vraiment cette accélération du temps qui rend beaucoup plus de choses possibles et curieusement, ça accélère aussi ensuite toute la vie du chantier, puisque le client va nous demander aussi de signer les avenants de cette façon-là, de signer les modifications de plan, etc. Et donc, ça sera le début d'une culture, d'une accélération du temps. Pareil, on ne reviendra pas en arrière. Merci infiniment à vous trois. Je voudrais vraiment qu'on les applaudisse tous les trois. Messieurs les vice-présidents, ils sont positifs, ils sont offensifs, ils sont humbles. Ils ont confiance dans leur syndicat. Voilà des pistes encourageantes pour l'avenir.